Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission, pour le retour de cette émission coup de tête que vous attendez tant, prêt pour la saison 2017-2018. Et comme d'habitude, je reçois Eric. Salut à toi, Eric. Salut à toutes et à tous. L'incontournable, toujours aussi présent autour des stades, cher Eric. Et puis, bien sûr, je reçois Olivier. Salut à toi, Olivier. Salut, très plaisir, vraiment plaisir de vous retrouver à tous. Bonjour à tous. Voilà, pour cette première de cette saison 2017-2018, on va bien sûr décortiquer le début de saison de nos protégés verts, puisque l'émission Coup de tête porte exclusivement sur l'actualité des Verts et le football en Haute-Loire, une petite page en fin d'émission. On va terminer avec les coups de tête, les coups de cœur, on va passer de la bonne musique et bien sûr on va longtemps parler de cet été parce qu'il s'est passé énormément de choses entre la fin de saison et le début de saison. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte. Alors c'est pas vraiment une semaine, c'est une longue semaine puisque c'est plutôt plusieurs semaines, plusieurs mois. Et Eric, on t'écoute sur tout ce qui s'est passé pendant cet été. C'est un été en vert dont Olivier va nous parler. Donc pour commencer, une nouvelle ère s'ouvre avec à la baguette un coach espagnol estampillé Barça, Oscar Garcia. Voilà, pour ton plus grand plaisir, Eric, on rappelle que tu es hispanophone. Et donc c'était le 15 juin, il a fallu attendre un petit peu de temps quand même parce que après pas mal de réunions, de tergiversations au sein du staff stéphanois, tu l'as dit, Oscar Garcia qui est le nouvel entraîneur des Verts, il signe un contrat jusqu'en juin 2019. On va juste préciser qu'il a derrière lui une belle carrière de footballeur, notamment, tu l'as dit, au Barcelone, et une carrière d'entraîneur aussi, également au Barça chez les jeunes, mais aussi à Tel Aviv ou encore à Salzbourg, le club qu'il quitte juste avant de venir chez les Verts. Qui dit nouveau coach dit également nouveau staff. Voilà, il arrive avec plusieurs personnes que maintenant avec lesquelles on s'est familiarisé après le stage au Chambon-sur-Lignon notamment. Il est arrivé avec 3 autres membres de sa cellule de technique, on va dire. Alors les fonctions, on en reparlera. Mais en tout cas, il faut aussi préciser que Dominique Rocheteau lui prend du galon. Il se rapproche du terrain cette saison. Il va devenir directeur sportif au lieu de coordinateur. Donc il travaillera en étroite collaboration avec l'entraîneur Oscar Garcia. Il faut préciser aussi 2 éléments pour ceux qui suivent, deux noms très connus du côté du club. Julien Sablé qui devient directeur du centre de formation et qui va se mettre dans les pas de l'entraîneur espagnol. Et puis Lilian Compan qui lui entraînera les U19. Donc voilà, l'équipe est au complet pour cette saison 2017-2018. Un mot sur le mercato qui a été très agité et c'est pas fini. Voilà, il fallait faire du ménage, il fallait rajeunir. On avait entendu ça en fin d'année dernière. On a passé notre temps aussi à le dire que il y avait trop de stéréotypes dans cette équipe, de jeux un petit peu trop stéréotypés. Donc il a fallu faire un grand ménage. Alors au niveau des départs, pas dans l'ordre et je vous donne pas forcément les sommes parce que ça on rentrerait vite dans des détails qui remplissent les médias actuellement. C'est pas trop notre but, donc on va simplement vous donner l'info. Qui est-ce qui est parti du club en prêt? D'abord 4 prêts, Poloma du côté d'Auxerre, Cabaton du côté d'Andrézieux, Nordin à Nancy et Jorginho au Portugal, il est prêté à Chaves. Et puis il y a le prêt qui reste encore hypothétique de Robert Beric du côté d'Anderlecht. Ça c'est encore dans les tuyaux. Pajot, non? Il le prête pas? Non. Tu serais capable d'acheter si t'avais du pognon, toi. Pour pas qu'il joue. Fin de contrat. Donc il y a 4 fins de contrat, Niemek, Cornier, CV et Verretou, c'est ceux-là, ils étaient en fin de contrat, donc ils sont partis du club. On reviendra peut-être tout à l'heure sur l'imbroglio Verretou. Il y a aussi 2 joueurs libres qui sont Jérémy Clément et Lemoine. Donc eux, en tout cas Lemoine a trouvé preneur du côté de Lorient et Clément c'est en train de se faire. Et puis 3 ventes quand même. C'est fait à Nancy. Voilà, à Nancy pardon pour Jérémy Clément. 3 ventes, Malcuit du côté de Lille, Nolan Roux à Metz et
et Mopé du côté de Bradford. Il faut rajouter récemment Saint-Louis qui a été vendu du côté du Paris FC. Au niveau des arrivées, eh bien, il y a 6 arrivées. Donc, vous avez deviné, hein, ça fait de l'écrémage. 2 prêts. Saidi Janko, qui vient du Celtic Glasgow. Azevedo Hernani, qui est brésilien et qui vient du Zénith Saint-Pétersbourg. 4 joueurs ont été achetés. Alexandros Katranis, un jeune grec de 19 ans au poste de latéral gauche. Gabriel Silva, un brésilien qui nous vient d'Udinese et qui est également latéral gauche. Hassan Youssé, qui jouait en Serie A italienne également, et qui est tout jeune joueur au poste de milieu de terrain. Et puis Loïs Diony, ça c'était en tout début de mercato, qui vient de Dijon et qui lui occupe les avant-postes. Voilà pour le mercato. Il faut rappeler quand même que le seul qui a prolongé son contrat pour l'instant, hein, c'est Romain Amouma qui a prolongé son contrat de 3 ans. Il est donc lié avec les Verts jusqu'en juin 2021. Et qu'on va également accueillir avec grand plaisir à Rémi Cabella. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et enfin, donc, un bilan des premiers matchs, un bilan extrêmement positif. Voilà, les premiers matchs se sont plutôt bien passés, puisque 3 matchs, 3 victoires avant le match qu'on va analyser aujourd'hui. Première victoire face à Nice, à Geoffroy Guichard, but de Bamba. Victoire également à Caen 1-0 grâce à Romain Amouma. Et victoire 3-0 face à Amiens à Geoffroy Guichard, Bamba sur penalty, puis doublé de Dabo, dont un penalty. Voilà pour les 3 matchs de préparation qui nous amènent au match de Paris. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, donc le match du week-end, tu l'as dit, donc Oscar Garcia il allait vivre un véritable test, c'était celui de Paris, parce que voilà, auparavant on peut pas dire que c'était des top matchs. On reviendra peut-être dessus. En tout cas, pour préparer ce match, il devait se passer de Florentin Pogba qui s'est blessé en match de préparation, qui est toujours absent, de Kevin Monet-Paquet qui est également blessé, et de Söderlund qui était légèrement blessé également. Il a fait le choix aussi de laisser sur le côté Hernani, Katranis et Cher Mbeng. Donc, je te laisse annoncer la composition de l'équipe, Eric. Oui, écoute, 45 000 personnes au Parc des Princes pour ce match de gala entre le PSG et la SS, 2 formations qui avaient fait le plein de points depuis l'entame du championnat. Et pour défier l'OC parisien, Oscar Garcia a bâti une équipe compacte avec Ruffier dans les buts, Pierre-Gabriel, Perrin et Théophile Catherine derrière, Gabriel Silva et Yanko sur les côtés. Au milieu, Selnaes, Dabo et Maïga, dont c'était la première titularisation, et devant Bamba et Amouma. À noter que côté parisien, le capitaine Thiago Silva et le très expérimenté Daniel Alves étaient sur le banc. Sans surprise, ce sont les hommes d'Emery qui démarrent et qui dominent le début de rencontre, même si la première occasion du match intervient sur une frappe lointaine et trop aérienne de Yanko dès la 8e minute. 10 minutes plus tard, ce même Yanko effleure Cavani qui s'écroule dans la surface. Monsieur Turpin accorde aux Parisiens un penalty plus que litigieux que transforme sans trembler El Matador. 1-0 pour le PSG. À la 24e minute, Bamba, parti côté droit, a une balle d'égalisation, mais sa frappe croisée est détournée du pied par Areola. Les Verts se procurent 2 nouvelles occasions par Maïga, qui frappe de loin au-dessus, et Perrin, dont la tête sur corner est contrée, mais se retrouve mené 1-0 à la pause. Ils vont beaucoup plus subir en deuxième mi-temps. À la 51e, Théophile Catherine commet une faute sur Neymar. Le Brésilien frappe le coup franc en direction de Marquinhos, qui remet de la poitrine en retrait pour Thiago Motta, qui seul au point de pénalty double la mise pour le PSG. Un quart d'heure plus tard, Di Maria est tout près d'enfoncer le clou sur coup franc, mais le ballon est renvoyé par la base du poteau droit de Ruffier. Décidément, tout est question de coup de pied arrêté. Côté stéphanois, la réaction va une nouvelle fois venir de Bamba, bien lancé par Dabo, mais Areola se détend et détourne brillamment sa tentative. La fin de match est à sens unique. Sur un centre de la droite de Di Maria, Perrin est à 2 doigts de marquer contre son camp. Ruffier repousse des points en catastrophe sur Cavani, qui reprend un bout portant au-dessus. Peu après, Di Maria, lancé en profondeur par Pastore, file au but côté droit, mais fait le mauvais choix en oubliant Cavani. Les frappes se succèdent pour les Parisiens. Pastore tire au-dessus. La reprise croisée de Berchiche croise le poteau de Ruffier et celle soudaine de Lo Celso l'oblige à une belle envolée. Les Verts souffrent et vont finir par céder une nouvelle fois en toute fin de match. À la 89e minute, Neymar décale Meunier côté droit, qui centre au cordeau pour Cavani, qui marque une talonnade. 3-0 pour Paris et doublé pour Cavani. Nouvelle bête noire des Verts depuis le départ de Zlatan. Les Stéphanois, qui n'avaient pas encaissé
encaissé le moindre but s'incline pour la première fois de la saison contre bien meilleur qu'eux. L'incroyable série noire se poursuit. 18e match consécutif sans victoire face au PSG. Ouais, ça commence à faire. Mais bon, effectivement, il y a une sacrée armada en face. C'est difficile de lutter face à des joueurs de talent, mais en plus, quand ça ne suffit pas, si en plus l'arbitre en rajoute, voilà, comme Monsieur Turpin, il s'est fait avoir sur le plongeon de Cavani, bon, alors que simplement Janko, il l'a simplement effleuré le bras. Je trouve ça dommage. Et l'année dernière, c'était pareil, si vous vous souvenez. C'était la même chose. C'était exactement la même chose. Donc bon, c'est une rengaine. Je trouve que ça, c'est pas agréable pour le football, pour le sport, tout simplement. Mais bon, voilà. Faut dire on avait bénéficié la semaine auparavant d'un penalty similaire. Exactement. Là, là-dessus, je te rejoins. était généreux le premier penalty face à Amiens, ça il y a pas de doute. Mais bon, à chaque fois c'est assez difficile d'affronter des grosses équipes, et sur cette première mi-temps, on n'a pas à rougir puisqu'il y a eu un tir partout entre les deux formations. Et ça s'est décoincé grâce, en fin de compte, au plongeon de Cavani et M. Turpin qui siffle le penalty, comme l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un peu pénible, quoi. Alors, sur la supériorité des Parisiens, ça c'est sûr, on va pas revenir, ils sont largement supérieurs. Mais bon, c'est dommage qu'une rencontre comme celle-ci se décante sur une faute d'arbitrage et sur une faute, pour moi, pénalisable de l'Uruguayen. L'an passé, c'était un plongeon de Matuidi devant Malcuit, un penalty accordé très généreusement par Monsieur Bastien à l'époque. Exactement. Et donc, ça avait permis à Paris d'ouvrir le score. Ouais, non, mais vous comprenez mon point de vue, est-ce que des fois, vaut mieux pas rester à la maison et dire bon, ben voilà, on se déplace pas. Alors, on sait pas si sans ce penalty, les Verts auraient ça aurait été compliqué, mais bon, voilà, sur le scénario. Voilà. En tout cas, moi, je voulais revenir sur un chiffre très simple, sur cette première mi-temps notamment. Il faut quand même noter que Paris, le seul tir qu'ils ont fait, c'est ce penalty, alors que les Verts ont tiré 7 fois au but. Donc, moi, j'avais envie de voir avec vous, surtout toi, Eric, qui était sur place, parce que derrière son poste de télé ou son écran, on voit pas forcément tous les éléments tactiques, on va dire, mais tous les observateurs, et là, j'en mets de côté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, mais la plupart des observateurs ont souligné que la stratégie de Garcia était payante pour canaliser, bloquer et contre-attaquer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que oui, il a fait les bons choix, Oscar. Et puis, comme a dit Marco, donc on a bien tenu cette première mi-temps. Donc, effectivement, il y avait pas du tout à rougir. C'était même très sévère de revenir au vestiaire en étant mené, vu la première mi-temps qu'on a faite. Vraiment, on faisait jeu égal avec les Parisiens. Alors, la deuxième mi-temps a été très différente. Alors, c'est peut-être le penalty qui a un petit peu faussé la donne et les choses ont changé à partir de là. Mais voilà, les 45 premières minutes, vraiment, on a été plus qu'à la hauteur. Face à une équipe aussi forte que le PSG. Et alors, la stratégie de Garcia, faut dire que Galtier faisait un peu pareil, il mettait 5 défenseurs, mais c'était pas du tout le même résultat. Qu'est-ce qui fait la différence là sur cette rencontre? Tout simplement le fait que ce soit une nouvelle ère et que les joueurs sont bien dans le moule, ils ont bien travaillé dans cette préparation avec le nouvel entraîneur, c'est juste ça, ou est-ce que on va un peu plus loin et qu'on peut dire que c'est un fin tacticien? Je pense que les latéraux ont quand même bien fermé les côtés en première mi-temps. Et donc, quand même pas mal muselé les attaquants adverses. On a peu vu Neymar en particulier. Donc, on a une défense à 5 regroupée, effectivement. La surprise, c'était la titularisation de Maïga, au milieu de terrain. On s'y attendait pas forcément. Donc, qui a fait une très belle prestation jusqu'à la 60e minute de jeu. Ouais, donc il lui fait confiance apparemment. Et non, c'était un bloc solide, compact. Et bon, voilà, je pense que c'était ce qu'il fallait faire à Paris. Sachant qu'encore une fois, Paris est largement au-dessus du lot, ils vont mettre des cartons à tout le monde. On a pu le voir. Bon, voilà, Paris-Monaco sont largement au-dessus du lot, mais nous on est là derrière, juste derrière. Exactement. On peut revenir juste sur Bamba et sur son occasion manquée, parce que celle-ci, elle peut changer beaucoup de choses. Les deux occasions manquées. Est-ce que ce joueur, à votre avis, c'est l'arme numéro 1 cette saison?
Alors la stratégie de Garcia au parc, c'était la contre-attaque comme beaucoup Oui, t'as d'équipes. pas répondu. Comme beaucoup d'équipes Ouais. vont se déplacer au parc dans cette intention-là. Jonathan Bamba, effectivement, il correspond à ce profil de stratégie puisqu'il va très vite et il lance des appels. Après, si on le trouve, donc Dabo l'a trouvé quelques fois. Maïga, c'est lui qui... Maïga aussi. Donc il y a cette philosophie de contre-attaque et ça peut très bien fonctionner. On l'a pu le voir à Caen. À Caen, c'est Bamba qui lance Amouma, mais je trouve qu'ils se projettent plus vers l'avant cette année par rapport à l'année précédente sur les 4 matchs qu'on a pu voir. Et Bamba, pour moi, c'était quand même assez hallucinant de s'en séparer l'année dernière, surtout quand on manquait d'attaquants. Et il correspond en fin de compte à ce joueur de contre-attaque qui peut aller très vite et qui peut être précis parce que ces 2 tirs sont quand même cadrés et il faut quand même des beaux arrêts de la part du portier parisien. Donc Jonathan Bamba, il a marqué énormément de points sur les 4 premiers matchs et même celui-ci, même s'il ne l'a pas marqué. Ok, on referme la page sur ce match, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le match à Paris. Je voulais juste, avant qu'on passe un deuxième titre musical, revenir sur le mercato. Alors ces joueurs, le Bamba, on le connaissait, puisqu'il est formé au club, mais sur cette rencontre, Garcia avait choisi 4 jeunes issus un petit peu peut-être pas du centre de formation, mais en tout cas qui sont là à Saint-Étienne depuis quelques temps. Je les cite. Donc Renaël, Pierre-Gabriel, Maïga, et puis Bamba. Le 4e est rentré. J'en oublie un. Perrin, bien sûr, 4, ça fait 4. Donc, est-ce que ça aussi, c'est bien par rapport à ce qu'on avait vu avec Galtier, 2 choses, le rajeunissement et puis le fait que ce soit des joueurs issus du centre. Oui, bien sûr. Après, il s'appuie beaucoup sur les jeunes, mais enfin, on peut pas dire que Galtier ne le faisait pas non plus, parce que ces jeunes-là dont tu as cité les noms ont démarré avec Galtier. Il y a d'autres également l'an passé, comme Keita ou d'autres qui ont fait leur apparition, Nordin également. Donc, oui, là, c'est une volonté vraiment du nouveau coach des Verts de s'appuyer fortement sur les jeunes. Il a fait un petit peu un état des lieux. Un jeune, par exemple, comme Pierre Gabriel, lui plaît beaucoup et il donne plutôt satisfaction depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les jeunes. C'était la marque de fabrique de Saint-Étienne depuis pas mal de temps. Donc il y a des jeunes de talent, donc autant les faire jouer et puis entourer de joueurs plus expérimentés. Alors, on va aussi, tu as raison Marco, peut-être je voulais vous entendre sur les tops et les flops de cette rencontre. Qui est-ce qui s'est illustré, qui est-ce qui était un peu en dedans? Selnaes a réalisé un bon match. J'ai pas souvenir d'avoir vu un Selnaes aussi doué, aussi bon. Un bon début de saison, tout court. Et un bon début de saison, mais quand même celui-ci, ce match face au PSG, il s'est vraiment illustré. Il a montré sa qualité de passe en profondeur, parce que généralement c'était plus latéral, mais là en profondeur ça fonctionnait, et un petit peu plus de rapidité sur ce match-là. Moi, ce que je lui reproche, c'est toujours cette lenteur, et là face à Paris, alors est-ce que ça dépend aussi de l'adversaire, mais j'ai trouvé relativement rapide et assez intéressant. Voilà pour Selnaes. Moi je garde bien sûr Bamba. Bamba, même pour les 3 précédents matchs, mais même celui-ci je l'ai trouvé pas mal du tout. Et puis j'ai bien aimé Maïga, franchement, et j'ai vu la différence quand il a été remplacé par Pajot. Désolé. Et on retrouve aussi le Dabo de Montpellier, c'est aussi intéressant à signaler. L'an passé, il a passé une année blanche, on va dire, et puis là, il revient bien. Donc, et puis Pierre Gabriel, qui aussi un bon début de saison, je trouve. Oui, mais je suis pas étonné, puisque Pierre Gabriel, moi j'ai toujours, à part le match à Lorient où il était passé complètement à travers l'année dernière, il m'a rarement déçu, le petit jeune. Bon, il fait des erreurs défensives, mais il est rapide, il peut apporter sur un côté, et au parc il a fait une très belle prestation lui aussi. Ouais. Et là-dessus je fais un peu
mon mea culpa parce que j'étais sceptique et c'est vrai qu'il m'a étonné en tout cas, surtout sur sa capacité à jouer dans l'axe là et de s'entendre avec les autres défenseurs. On a vu qu'à Marseille par exemple hier c'était pas évident, donc il a le niveau, ce petit jeune. Les flops alors, il y en a ou pas? Bah moi c'est les 3 remplaçants. Hein. Les 3 qui sont sur le banc et qui intègrent le cours du match. Le premier, je suis désolé, mais c'est Pajot. Pajot, une fois qu'il est rentré, c'était catastrophique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais les années se suivent et se ressemblent pour Marco. Oui, non, mais voilà, mais il est toujours là aussi et je comprends il toujours sera pas. Toujours là. Et il termine par une frappe. Il est servi, je sais, par Tanan. Hein. Par une frappe qui passe largement au-dessus, mais bon, ça, sur le côté offensif, ça me dérange pas, mais au milieu, il apporte absolument rien, hein. Vraiment rien du tout. Ce sont que des passes latérales, contrairement à Selnaes. Il fait des fautes, voilà. Il y a juste son jeu de tête qui est pas mal, hein. Mais bon, là, il a pas pu le montrer, mais bon, voilà. La Croix qui est rentrée, j'ai pas trouvé bon du tout. Sur le dernier but, sur le dernier but, celui qui centre, le Parisien qui centre, c'est quand même à la limite du hors-jeu. Hein. Personne n'en parle, mais moi j'ai essayé de revoir les images, mais il n'y a pas le plan où on peut voir le départ du ballon et tout, mais c'est quand même litigieux. Mais la Croix, il est pas net sur le dernier but de Cavani. Et puis Tanan, il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur cette rencontre-là, mais ce qu'il a fait, ça n'a pas été gégène, quoi. Moi, je dirais Romain Mouma, qui est peu en vue depuis 2 matchs, je trouve un petit peu en dedans, et il y a pas mal de déchets, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui sont si importants, on l'a vu, là, côté parisien. Donc on attend plus de lui. Après, il avait un rôle ingrat là, parce qu'il fallait qu'il défende. Il était dans c'est pour ça, 5-4-1, il était un peu sur son côté. On l'a vu défendre sur Neymar, prendre un petit pont. Ouais. À un moment, ça c'est pas trop, ça met pas trop en jambes, ça. Non, mais il en avait le sourire. Hein. Oui. Il en avait le sourire. Alors du côté de Saint-Etienne, on n'a pas été trop bling-bling, même si quand même on a enregistré la plus grosse recrue de l'histoire du club avec Loïs Diony. Je les rappelle, hein, les recrues, hein, Hassan Diousé, Gabriel Silva, Alexandros Katranis, Hernani en prêt et Yanko en prêt. On va mettre Cabella dans la balance. Alors je vais vous demander tout simplement, que ce soit toi Eric ou Marco, de me dire le joueur sur lequel vous êtes vous misez le plus, celui qui va amener le plus de choses à Saint-Etienne. Je les répète, hein, Diony, Diousé, Silva, Katranis, Hernani, Yanko ou Cabella. Pour moi, Rémi Cabella. Donc, c'est la grande nouvelle. C'est le seul qu'on connaît aussi. Du jour. C'est vrai aussi. Mais bon, voilà, c'est un très bon joueur. Donc, c'est une très bonne nouvelle qui rejoigne les rangs de Saint-Etienne. Sinon, Diousé, effectivement, qui a fait forte impression lors de la première rencontre. Donc, qui demande à être revu. Hein. Hernani aussi, plutôt assez intéressant d'après ce qu'on peut dire. On n'a pas eu l'occasion encore de trop le voir. Pas plus que. C'est lui qui a une grosse frappe, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Hein? Donc, bon, il est plutôt prometteur, mais on l'a pas encore vu. Étonné que quand même Garcia soit très regardant sur le profil des joueurs. Il veut, si j'ai bien compris, des joueurs qui sont très mobiles, qui défendent et qui contre-attaquent. Vraiment qui ont la niaque. C'est pas l'impression que me donne Cabella. Il est un peu il est un peu en échec à Marseille. Quand je le vois sur le terrain, il est très très bon techniquement. Il y aura pas grand chose de mieux à Saint-Etienne, c'est sûr, hein. Mais par contre, ça m'étonne, tu vois, que d'un côté il soit par exemple sur Soderlund, Beric, même sur certains joueurs, il les a mis au placard un petit peu. Et puis ce Cabella qui arrive, qui est pas forcément très jeune, hein, il n'est pas tout jeune. Et puis voilà, est-ce que c'est peut-être pas le joueur de me démontrer l'inverse? Non, mais c'était peut-être pas le joueur ciblé, mais bon, c'était une opportunité qu'il a su saisir en fin de mercato. Là, on a annoncé Cabella sur le départ pour aller à Nantes. Donc Saint-Etienne a fait une contre-offensive. On a réussi à l'arracher à Nantes. Et puis voilà, c'est un très bon joueur. On a Romain Mouma qui est très technique. On a un deuxième type là. Voilà, c'est un joueur vraiment qui va apporter à l'attaque stéphanoise. Donc pour moi, c'est une très bonne recrue. Et voilà, je suis très content qu'il nous rejoigne. Avec une grosse expérience et un titre de champion quand même, hein, à son actif avec Montpellier. Marco, de ton côté, lequel des 6 là
retiens-tu? Je rejoins Eric pour Cabella, puisque c'est le seul que je peux connaître, tout simplement. Diony peut-être un peu. Enfin... Mais Diony, je l'ai vu 2 fois l'année dernière. Il m'avait pas convaincu sur la double confrontation face à Dijon. Voilà, et j'ai trouvé un peu transparent. Il a fait quoi? Il a joué 80 minutes, on va dire. Jusque-là, il n'a pas été transcendant, hein, mais c'est vrai il a une corpulence qui est intéressante, qui peut gêner les défenseurs adverses. Mais bon, il a l'air d'être assez rapide aussi. Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est un avant-centre? Pour moi, c'est un avant-centre, mais si vous me dites que c'est pas un avant-centre... si, moi je te dis que c'est un avant-centre aussi, mais... Voilà, après, faut qu'il plante des buts, parce que si on se sépare de Béric, on sait que Béric, il est capable de planter des buts à la Roubèche, voilà, en tant que numéro 9. Ça plante le décor. À la Gerd Müller, non? À Gerd Müller, à la Roubèche, dans les 6 mètres, quoi. Dans les 6 mètres, il est présent. Alors, si on sépare d'un joueur comme ça, bon, bah, c'est que sûrement le sergent Garcia, il a une autre philosophie de jeu et qu'on va marquer avec des tirs de loin. C'est vrai que des tirs de loin, ça fait quelques années qu'on n'a pas marqué, mais bon, jusque-là, sur les 4 premières rencontres, on n'a pas tenté de loin. Alors, et puis sur des actions peut-être plus construites et tout en vitesse. On l'a vu face à Caen notamment. Il y a un très joli but marqué à Caen. Sympa, t'as dû apprécier quand même. C'est Bamba qui fait un joli crochet et qui donne une balle en profondeur dans la course d'Amouma. C'est vrai que, mais c'est Bamba. Et celui de Dabo aussi qui est très joli. On n'a pas parlé du départ de Béric, moi, juste un mot, hein, c'est un départ que je regrette beaucoup, moi, parce que c'est un joueur qui a un profil qu'on n'avait pas forcément, donc voilà, il nous aurait mis, quoi qu'il arrive, pas mal de buts dans la saison. Comme tu as dit, c'est un renard des surfaces, on a vu l'an passé au parc, hein, donc il s'est arraché pour marquer ce but, qui était assez compliqué à mettre. Voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur, donc apparemment il part sous forme de prêt, sans option d'achat. Donc voilà, moi je regrette son départ. Et alors, en plus, ce qu'a dit Garcia, c'est qu'il n'avait pas la niaque, si j'ai bien compris. Si... C'est pas seulement la tactique, en fait. Hein. C'était à l'entraînement, il n'avait pas la niaque pour gagner sa place. C'est ce que j'ai retenu, moi, en tout cas, de son interview. Après, je pense qu'il a un profil qui correspondait pas à ce qu'il attendait, quoi. Peut-être aussi. Donc, Et pour en revenir sur les autres joueurs que je connais pas, hein, les autres joueurs, je les connais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de numéro 10, quoi. Non, toujours pas. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Bah, pour moi, je trouve ça relativement inquiétant. Sans numéro 10, quoi. Et moi, je déplore l'absence d'Espagnol ou d'Hispanique. On pouvait penser qu'avec Garcia, il y aurait un Espagnol, un Argentin, un Chilien, un Colombien. C'est ce qu'on attendait. Alors peut-être que on verra ça plus tard. Il a dit que c'était trop cher, mais bon, je pense qu'il espérait en fin de mercato de pouvoir faire venir un joueur sous forme de prêt. Et puis donc, c'est Cabella qui vient. Ouais. Alors justement, on a parlé de la méthode Garcia. On va se servir de ton expérience, Eric, puisque tu as très souvent assisté aux entraînements, aux matchs de préparation. Franchement, moi j'ai vu des coachs, des séances d'entraînement très rythmées et où il y avait beaucoup de comment on appelle ça, de taureaux. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la méthode Oscar Garcia? À l'Espagnol, c'est vrai que les séances sont moins longues qu'avec Galtier, mais plus rythmées, comme tu l'as dit. Donc, disons que il y a beaucoup de rythme dans les séances. Tout est fait à base de ballon. Hein, c'est assez ludique et ça les joueurs apprécient. Hein. Ils sont pas mal à avoir fait part de leur grande satisfaction de travailler avec ce nouveau coach et son staff, hein, parce que tu en as parlé au début de l'émission, c'est un staff très étoffé, hein, avec Quique Sanz, Antonio Puche, Rubén Martinez, plus Alain Ravera qui est venu. Donc chacun a une fonction particulière. Donc voilà, vraiment rien n'est laissé au hasard du côté de Garcia, qui, vous le savez, là, a fait installer des caméras à l'Etra. Il y a 2 séances à huis clos là. C'est une grande nouveauté à Saint-Étienne, peut-être même dans le championnat français, hein, qu'on filme les entraînements comme ça. Donc il est très pointu au niveau de la technologie, mais vraiment tous les atouts de son côté. C'est un bosseur de folie, parce que bosseur de folie, effectivement. Et il rentre jamais chez. Si on prend que le cas de Quique, l'adjoint, c'est la première fois qu'il y a un entraîneur qui s'occupe des remplaçants. Je sais pas si vous avez remarqué, quand il s'échauffe, d'habitude il partait s'échauffer seul, là il les lâche pas d'une semelle, donc il les fait travailler au maximum pour qu'ils rentrent dans les meilleures conditions. Ça n'a pas forcément réussi. Non, mais voilà, c'est un indice quand même
du professionnalisme de Garcia qui a réussi partout où il est passé. Donc c'est une bonne pioche pour l'instant. On voit pas de nuages à l'horizon des Stéphanois avec cette mini trêve qui arrive pendant que Marco choisit le prochain titre musical. J'essaye de meubler un petit peu, mais Si ça tu y te est. sens à bout, si tu as pris. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur en ce qui me concerne, on en a parlé tout à l'heure, donc un grand coup de cœur pour Oscar Garcia. Donc, vous savez à quel point donc j'étais lié à Christophe Galtier. Je l'ai défendu bec et ongles jusqu'au bout et je suis très très content de sa nomination. Pour moi, il n'y avait pas de meilleur choix possible que celui d'Oscar Garcia pour succéder à Christophe Galtier. Donc, il fait un démarrage remarquable. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur. C'est 3 victoires lors des 3 premières rencontres, du jamais vu pour notre génération. Hein. Donc, on aurait tous signé pour avoir 9 points sur 12 possibles à la fin du mois d'août, sachant que les 3 points en question qu'on a perdus, c'était au PSG. Donc voilà, un très très bon début d'année. Quand on voit le calendrier qui se profile, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça laisse pas mal de possibilités donc d'arriver jusqu'au derby avec un maximum de points. Et un dernier coup de cœur à titre plus personnel. Donc comme cet été il n'y avait pas de déplacement en Coupe d'Europe, je suis parti en pèlerinage à Glasgow et je dois dire que ça fait chaud au cœur de voir que 40 ans après les Verts de 76 sont restés aussi populaires. Il y a une cote vraiment d'amour des Stéphanois à Glasgow qui est assez incroyable. Donc les gens qui spontanément viennent vous voir pour entonner un aller les Verts, pour vous parler de Rocheteau, des poteaux carrés, des fans fantastiques et de l'ambiance de Geoffroy Guichard. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de se déplacer à l'étranger et de voir que Saint-Étienne est autant apprécié. En fait, t'as qu'à le dire, Yanko, c'est un peu toi, c'est ça? T'as été le chercher. Ouais, peut-être. Donc que ce soit au Celtic Park, l'ancien théâtre des exploits de mon idole Lubo Moravchik, ou bien Hampden Park où les Verts de 76 ont joué la finale. Les Verts sont restés très populaires. C'est pas forcément le cas à Ibrox Park où on m'a fait remarquer devant le stade que je portais pas la bonne couleur. Eh oui, c'est du vert. C'est ça. Alors de mon côté, très rapidement, un bel édito de Bernard Lyons qui parfois on le range plutôt dans les coups de tête parfois dans cette émission. Là, il a bien remis à sa place notre ami Jean-Michel Aulas parce que notre ami. C'est ironique quand je dis ça. C'est ironique. Bien remis à sa place tout simplement parce qu'il faisait encore son ouin-ouin cette saison par rapport au PSG et en fait il argumente très bien pour dire que ça gênait beaucoup moins Lyon quand il dominait de dominer le marché des transferts exactement de la même manière. Et selon ses arguments aussi, il y a aussi le problème du Qatar, mais il y a d'autres États qui sponsorisent des États et ça a beaucoup moins fait jaser. Qui sponsorisent des clubs, pardon. Je pense à l'Azerbaïdjan ou au Tchad et ça a beaucoup moins fait de vagues. Oui, parce que c'était à l'étranger. Voilà pour les coups de cœur. Et vague en espagnol, ça se dit Olas. Ah oui. Moi, j'ai trouvé un avantage, le fait de pas participer à la Coupe d'Europe, c'est les matchs les samedis soirs. Ça faisait longtemps qu'on jouait pas le samedi soir et je crois que cette année on va avoir beaucoup de matchs le samedi soir, ça a déjà commencé. Bon, même si c'était le vendredi et que le prochain match c'est un dimanche après-midi, mais bon ça, le match le samedi soir, voilà, ça me rappelle les années 80 où tout s'est joué à 20h30 et puis je trouve que Geoffroy Guichard, ça résonne mieux le soir. C'est une impression personnelle. J'aime bien le classement des Verts quand même dans le trio de tête après 4 journées de championnat. Donc c'est plutôt pas mal, même si c'est vrai que notre calendrier est plutôt faste jusqu'à la 10e journée. Voilà. Et si vous avez suivi l'émission, j'ai bien aimé la prestation de Selnès vendredi soir sous le maillot des Verts, évidemment. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Allez, les coups de tête, rapide, Eric.
Coup de tête, juste pour revenir sur l'été, donc les matchs amicaux, donc j'ai assisté aux 6 matchs amicaux des Verts, donc les deux à Andrézieux et ceux au Puy à Biarritz, au Gros-du-Roi et à Chambéry. Donc un petit coup de tête concernant le prix de ces matchs amicaux. Si encore l'argent revenait au club donc qui organise, que genre le Puy ou Andrézieux, ce serait rien, mais il y a une société en fait qui organise les rencontres et qui prend 90% de la recette. Donc ça c'est assez scandaleux. Donc, par exemple le billet au Puy coûtait 10 €, il y a 1 € qui va au Puy et donc 9 qui va dans les caisses de cette société. Ensuite un coup de tête sur l'absence de déplacement organisé là pour aller soutenir les Verts au Parc des Princes. Paris pour une fois avait fait un effort au niveau du prix, c'était 25 € dans le parquage. Je pense qu'on aurait pu s'organiser pour pouvoir nous rendre collectivement au parc et non individuellement comme on a pu le faire. Un coup de tête contre le penalty, on a parlé tout à l'heure, très généreux, accordé une nouvelle fois à Paris. Dans J+1 hier, je sais pas si vous avez vu, ils avaient incrusté la phrase Cavani, Neymar, Turpin. Avec cette attaque, Paris est imbattable. Donc c'était plutôt bien vu de leur part. Un coup de tête contre la série noire en cours contre le PSG. Et puis un dernier coup de tête concernant les couleurs. Je sais que Marco en avait parlé l'an passé déjà. Là, on a joué tout en blanc au Parc des Princes. Donc voilà, il y a que 2 clubs en France qu'on appelle par leurs couleurs. Lens en deuxième division qu'on appelle en Ligue 2, qu'on appelle les 100 et or. Et puis nous en Ligue 1. Et donc on va jouer ce match de gala au Parc et les Verts ne portaient absolument pas de vert. Oui, tu as lu ma fiche, c'est pas possible. Et oui, effectivement, même pas vrai. C'est le deuxième match où Saint-Étienne joue vêtu de tout en blanc, des chaussettes, le short, le maillot. Je trouve ça, non, je sais pas. Soit je vais faire vieux con ou quoi que ce soit, mais pour moi, les Verts, ils doivent jouer en vert, tout simplement. Ça semble logique. Mais jouer tout en blanc, mais bon, j'ai vu Nice jouer en bleu et noir, donc c'est vrai que j'y comprends plus rien. Mais je trouve ça aberrant. Une fois de plus, un coup de chagrin. Moi, c'est Stéphane Paille qu'on a perdu. On a perdu un autre monsieur du football, c'est Monsieur Nicolin. Mais moi, je pencherais plus pour Stéphane Paille, qui a joué dans de nombreux clubs de Ligue 1, pas celui de Saint-Étienne, mais c'est un joueur que j'appréciais beaucoup dans les années 80-90. Son passage à Bordeaux, je me souviens. Bien sûr, c'était un Sochalien. Il a joué à Porto également. C'était un bon gars, un bon joueur de tête, et voilà, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, à mon avis. Voilà, et j'ai pas aimé le prix qu'on a mis sur Diony, puisque on a refusé Delors pendant le mercato hivernal pour 7 millions, et on rajoute 3 millions de plus et on a Diony. J'ai vraiment du mal à saisir des fois la philosophie des présidents. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Olivier, oui, juste parce qu'il reste très peu de temps. Si vous avez pas vu les images du pétage de plomb de Geoffrey Jourdain là qui envoie le ballon dans les tribunes, voilà, un coup de tête bien à lui. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. L'agenda, Eric. Donc prochain rendez-vous le dimanche 10 septembre à 15h, tu l'as dit tout à l'heure, donc on pensait jouer davantage les samedis soirs, donc on reçoit Angers le dimanche à 15h, et le prochain match à Geoffroy Guichard sera aussi un dimanche contre Rennes, donc 15 jours après, le 24 septembre à 15h également. Entre les deux, un déplacement à Dijon le samedi soir à 20h, donc Angers qui est 7ème avec 6 points, elle fait partie des équipes invaincues, au même titre que le PSG, Monaco et Lyon, donc on va retrouver nos Verts à Geoffroy Guichard, et on espère une nouvelle victoire pour surfer sur la vague positive. Voilà, vous avez écouté donc l'émission Coup de tête, la première de la saison 2017-2018, l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça les messieurs ? Eh ben oui, c'est ça. Dans 2 semaines pour analyser la réception face à Angers. Voilà, sur ce, passez très belle semaine, bonne fin d'été et allez les Verts ! Au revoir, allez les Verts. À bientôt, allez les Verts.